À la fin du XVIIIe siècle, la France avait aidé les États-Unis à devenir indépendants du Royaume-Uni. Le but, c'était d'affaiblir le Royaume-Uni et lui enlever ceux qui pouvaient lui servir de ressources. Gna gna gna, tu vas perdre tes colonies. Tais-toi, de toute façon, toi tu es déjà tout perdu en Amérique du Nord. Les États-Unis finissent par devenir indépendants. La France est contente. Ouais, je suis trop contente. Bon, personnellement, ça m'a rien apporté, mais c'est bien fait pour les Anglais. La France est en crise à ce moment-là, pour plusieurs raisons. D'abord, elle a fait beaucoup de dépenses pendant la guerre de 7 ans, guerre qu'elle a perdue. En perdant la guerre, la France a fait le choix de garder ses colonies dans les Antilles, car elles lui rapportaient de l'argent, contrairement à ses colonies en Amérique du Nord qui étaient coûteuses à gérer. Ensuite, un nouveau roi arrive au pouvoir alors qu'il est tout jeune. C'est Louis XVI. C'est après son couronnement que la France décide de financer la guerre aux États-Unis, qui lui coûte encore plus d'argent. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Il y a des famines qui vont toucher le pays, notamment celle de 1775, puis d'autres famines dues à des mauvaises récoltes qui vont laisser place à des révoltes, dont celle de 1788 à Grenoble par exemple. Suite à cette première révolte à Grenoble, une assemblée illégale se tient à Visille où de nombreux représentants du tiers-état se rencontrent. La France à l'époque se subdivise en 3 catégories de personnes. Les nobles, le clergé et le tiers-état. Le tiers-état étant le reste de la population. Dans ce tiers-état, il y a tous les pauvres, mais on trouve aussi quelques riches qu'on appelle bourgeois. Ils proposent de faire la grève des impôts, l'État français étant ruiné, avait augmenté les impôts partout. Mais il faut dire une chose, au sujet de la France. Avec l'industrialisation, de nombreux marchands issus du tiers-état avaient commencé à s'enrichir. Et petit à petit, le tiers-état devenait de plus en plus riche, quitte à devenir plus riche que l'ensemble de la noblesse. Entendant les désirs de la bourgeoisie, l'État français propose d'ouvrir des États généraux, c'est-à-dire de faire une grande assemblée où seraient représentées les 3 grandes classes. Mais le tiers-état n'arrive pas à être satisfait par le système démocratique mis en place. Il ne se sent pas assez représenté alors qu'il est censé représenter la presque totalité de la population française. L'Assemblée sera active pendant plusieurs semaines à partir de mai 1789, tentant de trouver une véritable issue démocratique en juin pour satisfaire les représentants du tiers-état. Mais début juillet, les conservateurs semblent reprendre le pouvoir dans l'Assemblée, ce qui incite le tiers-état à se rebeller. Des émeutes éclatent les 12 et 13 juillet 1789. Les bourgeois arrivent à financer des milices armées qui prendront la Bastille le 14 juillet 1789, aujourd'hui symbolisée comme la date de la Révolution française. Les États généraux se transforment en une assemblée législative qui permet ensuite de promulguer des lois, notamment celles des droits de l'homme. Mais bon, on est dans une vidéo de l'histoire des nations, on va arrêter de regarder l'évolution du système politique français pour voir la diplomatie. En 1789, la France devient une monarchie constitutionnelle et la révolution bourgeoise inquiète un petit peu les pays voisins. Et un pays en particulier, l'Autriche. Dis-moi France, est-ce que tout va bien? Tu es le pays le plus puissant d'Europe et j'ai l'impression que tu vis une sacrée crise. Je vais bien, je suis juste en phase de changement de gouvernement, mais je reste une monarchie, pas de souci. Le roi de France, Louis XVI, était marié à Marie-Antoinette, la sœur de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire était une confédération qui réunissait la plupart des États allemands, et l'Autriche était l'État allemand dominant. La Prusse était le second État allemand le plus important. En 1791, Louis XVI, comprenant l'instabilité qu'il y a en France, tente de fuir mais est arrêté. Pour les autres pays, il est clair que la situation est loin d'être nette. Tu es sûr que ça va bien en France? Le roi a quand même tenté de s'échapper. Finalement, le 20 avril 1792, la France décide de déclarer la guerre au Saint-Empire. La France a réellement comme objectif de divulguer son courant révolutionnaire dans le reste de l'Europe. Après tout, je suis le pays le plus puissant d'Europe. Autant en profiter pour tenter de mener la révolution partout en Europe. Je déclare la guerre à l'Autriche et ses possessions. La première bataille de cette guerre est la prise de Porrentruy qui est gagnée par la France révolutionnaire. Dans les Pays-Bas autrichiens, la guerre a lieu aussi, mais c'est l'Autriche qui gagne. Plusieurs batailles ont lieu dans l'est de la France, avec les États allemands. L'armée anti-révolutionnaire française participera au combat aussi. Par la suite, la France décide d'entamer la guerre sur tous les fronts. Elle attaque le Piémont en lui prenant la ville de Nice. Le Piémont entre dans la coalition avec l'Autriche et la Prusse. La France devient une république le 21 septembre 92. Louis XVI est exécuté le 21 janvier 93. À partir de là, beaucoup de pays européens vont commencer à s'inquiéter. Moi j'aimais bien ce qui se passait en France, mais elle empêche la bonne stabilité de l'Europe. La France vient de prendre Anvers et sa bourse. C'est mauvais signe. En très peu de temps, une coalition se crée autour de l'Autriche. On l'appelle la première coalition. Autriche, je m'engage à t'aider contre la France. Avec l'arrivée du Royaume-Uni, de nombreux États alliés aux Britanniques entrent dans l'Alliance. L'Espagne entre en guerre aussi, puis la Russie et plusieurs États italiens. En 1792, la Russie en avait aussi profité pour annexer la Pologne. Oui, ne faites pas attention à moi, j'ai juste annexé la Pologne, mais c'est une vieille histoire. Pratiquement toute l'Europe est contre la France. Mais pour couronner le tout, une guerre civile éclate en Vendée. Ah ben, manquait plus que ça. La France est envahie de partout, mais elle finit par s'en sortir à certains points. Notamment en Provence, où elle protège assez aisément la ville de Toulon. En Espagne a lieu la guerre du Roussillon,
L'Espagne gagnera par exemple plusieurs batailles, dont une acérée, mais sera par la suite arrêtée par les forces françaises. Fin 93, la France a réussi à repousser toutes les armées ennemies, les pays de la coalition ne sont pas si unis que ça. Écoute Autriche, je sais pas si ça vaut le coup de continuer. Moi j'ai quelques soucis avec la Russie qui annexe toute la Pologne. Je dois y aller. En 94, la France relance une offensive, récupère les Pays-Bas autrichiens et une partie de l'Allemagne. Le Royaume-Uni annexe la Corse pendant ce temps. En arrivant aux Provinces-Unies, la France accélère le mouvement révolutionnaire dans ce pays. C'est la révolution batave. Les Provinces-Unies changent de gouvernement et deviennent la République batave. Petit à petit, suite à toutes ces victoires françaises, les différents pays de la coalition signent des traités et la quittent au fur et à mesure, notamment l'Espagne et la Russie. Super, tous les pays sont en train de quitter la coalition. Mon principal ennemi pour le moment, c'est l'Autriche. Il y a aussi le Royaume-Uni, mais eux ils sont trop forts avec leur armée navale. La stratégie de la France en 96 va être celle d'attaquer l'Autriche en créant 2 fronts. Les révoltes en Vendée s'arrêtent la même année. L'armée française révolutionnaire entre en Italie le 24 mars 96, c'est la campagne d'Italie. Durant l'été 96, la France attaque aussi en passant par l'Allemagne. Il y a donc 2 campagnes, une en Allemagne et une en Italie. Celle en Allemagne est arrêtée par une défaite française qui a du mal à faire face à l'hiver qui est toujours plus froid. Mais en Italie, ça continue. En mars 97, les armées françaises entrent en territoire allemand, dans les Tyrol, puis s'approchent de Vienne. Le 17 avril 97 est signé le traité de Leoben entre la France et l'Autriche, et en octobre, le traité de Campo Formio. Bon, écoute Autriche, on va faire un truc. Je prends la partie catholique des Pays-Bas qui t'appartient, et en échange, je te laisse annexer la République de Venise et d'autres territoires italiens. Cependant, le Royaume-Uni ne voudra pas signer le traité et restera officiellement en guerre contre la France. La Corse a été récupérée et le nord de l'Italie est devenu pro-français. Même l'Espagne est devenue une alliée de la France. Avançons en juillet 98. À ce moment-là, la France a besoin d'un projet militaire pour contrecarrer le Royaume-Uni. Attaquer l'Égypte semble être une solution. C'est un territoire utile pour l'accès au reste de l'Orient. La France annexe Malte, puis arrive en Égypte le 1er juillet 98. Mais l'Égypte appartenait à la Turquie ottomane. L'Autriche et la Russie décident de rejoindre la coalition britannique. C'est le début de la deuxième coalition. La Turquie était déjà en guerre contre la France au moment de son arrivée en Égypte. En mars 99, l'Autriche commence à attaquer les territoires italiens et suisses pour les récupérer. La France intervient mais sans succès. Le Royaume-Uni, lui, arrive en Égypte pour retrouver les armées françaises. En août 99, une alliance russo-anglaise tente de conquérir la République batave. Alors au début ça marche bien, mais à la fin ils finissent par se retirer. Le 9 novembre 1799, Napoléon Bonaparte, général qui avait participé aux campagnes d'Italie puis d'Égypte, prend le pouvoir en France. Le jeune général de 30 ans devient premier consul. Les guerres continuent pendant l'année 1800. Début 1800 est signé le traité de Lunéville. La France conserve finalement ses territoires et la Hollande reste la République batave, qui est reconnue par l'Autriche. La Suisse est transformée en une république pro-française, c'est la République helvétique. Très bien France, je reconnais ces pays comme de vrais États, et je te laisse les Pays-Bas, Belgique. Merci Autriche. D'autres traités sont signés avec les autres pays de la coalition, notamment la paix d'Amiens, en 1802 avec le Royaume-Uni. Grâce à cette paix, l'Europe est totalement pacifiée, enfin. La France reconnaît aussi que l'Égypte appartient à la Turquie, après avoir échoué à lui prendre. Pendant cette courte période de paix, la France en profite pour institutionnaliser ses territoires. Napoléon, quant à lui, décide de détenir le pouvoir. En 1802, il se proclame consul à vie. La paix est très avantageuse pour la France puisqu'elle contrôle le Rhin, les bourses aux Pays-Bas, et qu'elle continue une politique économique qui isole le Royaume-Uni. La France m'énerve, elle exagère, elle profite de cette paix pour mieux préparer ses armées, je le sais. De plus, la France en profite pour annexer quelques territoires à ses alliés, qui plus que des alliés sont surtout des États satellites. Coucou, j'annexe le Piémont. De toute façon, c'était mon allié donc il est d'accord. Allez, à plus. Ah, j'en ai marre. France, tu joues pas le jeu, je te déclare la guerre. Le Royaume-Uni déclare la guerre à la France. Au même moment, la France vivait une certaine difficulté, mais en dehors de l'Europe. La colonie de Saint-Domingue commençait à devenir indépendante. La France, qui menait une expédition pour tenter de récupérer cette colonie, qui rapportait beaucoup d'argent, avait aussi un second plan. Bon, j'ai vraiment du mal à récupérer cette colonie. Heureusement que j'ai plus d'un tour dans mon sac. En effet, la France avait réussi à récupérer la Louisiane en 1800. Ce territoire très coûteux avait été perdu pendant la guerre de 7 ans et donné à l'Espagne qui a fini par lui rendre en 1800 suite à des menaces de la part de la France. Ouais, bon, d'accord, je te rends la Louisiane. Merci. Concrètement, la Louisiane ne sert pas à grand chose. C'est un territoire difficile à gérer depuis l'Europe. Mais pour la France, ce territoire intéresse surtout les États-Unis. Écoute États-Unis, je sais que la Louisiane t'intéresse. Moi, ce territoire ne me sert plus à rien. Donc si tu veux te développer vers l'ouest, je te la vends. Oh, ça pourrait m'intéresser, en effet. La France vend la Louisiane et l'argent récolté lui sert à financer de nouvelles armées. Ben voilà, moi au moins j'ai réussi à récupérer l'argent des États-Unis sans devoir les taxer. Dis-moi Espagne, je vais sûrement faire une guerre au Royaume-Uni. Tu voudras bien m'aider?
Je préfère être neutre, mais pas de souci pour t'aider financièrement. En 1804, après avoir laissé Haïti devenir indépendante, la République de France se proclame comme un empire. Napoléon se proclame empereur. Et oui, je suis un empire maintenant. En avril 1805, le Royaume-Uni contacte la Russie. C'est le traité de Saint-Pétersbourg. Tu veux pas faire une alliance avec moi? J'aimerais qu'on rende indépendants la Hollande et la Suisse de la France. Très bien. Dis-moi Autriche, avec la Russie on a formé une alliance. Ça te dit de venir faire une coalition contre la France? Oh, je sais pas trop, la France est devenue un empire maintenant. Quoi? La France, un empire? Mais c'est n'importe quoi cet empire. C'est juste un délire de Napoléon, arrête de prendre au sérieux tout ce qu'il entreprend. Je suis un empire, attention tout le monde. La France transforme les territoires italiens en un nouveau royaume, le royaume d'Italie. Napoléon en profite pour se proclamer roi d'Italie. Je suis un empire et je suis le roi d'Italie aussi, youhou! Très bien, j'accepte de faire une coalition avec toi Angleterre. C'est la troisième coalition. En mai 1805, la première bataille a lieu. La France et l'Espagne attaquent les forces britanniques qui occupaient la Martinique. Puis quelques semaines après, ils partent attaquer l'Angleterre, mais se font arrêter en Bretagne par les Britanniques. Finalement, le 21 octobre 1805, a lieu la célèbre bataille de Trafalgar, où le Royaume-Uni gagne complètement contre les forces navales françaises. Au même moment, la France avait commencé la guerre contre les États allemands. C'est la campagne d'Allemagne. La France attaque aussi le nord de l'Italie. Le 2 décembre 1805, a lieu la plus célèbre bataille de la campagne d'Allemagne, la bataille d'Austerlitz, en Moravie, contre les armées autrichiennes et russes. La France a pu montrer qu'elle maîtrisait le territoire, elle va en profiter, et donc signer le traité de Presbourg. Et ouais, j'ai gagné Autriche, il va falloir arrêter de se croire le meilleur pays allemand. Dans ce traité, le Saint-Empire romain germanique est dissous. Cela faisait plus de 8 siècles que cette confédération existait. C'était ce qui permettait d'unir les différents États allemands entre eux, et l'Autriche était en quelque sorte le fer de lance de tous ces États allemands. Plein de petits États allemands sont intégrés dans une nouvelle confédération, c'est la Confédération du Rhin, créée par la France et gérée par la France. L'Autriche se retrouve seule de son côté, mais c'est aussi le cas de la Prusse et d'autres pays allemands plus petits. Bon bah j'ai perdu encore une fois, je dois renoncer à la mainmise sur le monde allemand. Je supporte pas cette nouvelle confédération, c'est n'importe quoi. La France en avait aussi profité pour annexer le royaume de Naples en début d'année 1806. Sa situation devenait de plus en plus arrogante. Du coup, dès octobre 1806, la Prusse décide de déclarer la guerre à la France. Par la même occasion, une nouvelle coalition est créée, c'est la 4e coalition. La France intervient assez rapidement, elle dispose de son armée, mais elle dispose aussi des armées allemandes de la Confédération du Rhin. À Iéna, la France gagne totalement ce qui fait fuir les armées prussiennes. Napoléon entre dans Berlin, la capitale de la Prusse. En 1807, la guerre continue mais en Pologne. C'est la campagne de Pologne où la Russie intervient à son tour. Mais la France gagne à nouveau. La Russie et la Prusse se rendent et signent le traité de Tilsit. Bon, Prusse et Russie, quand allez-vous comprendre que je domine l'Europe? Bon, tout d'abord, Russie, sache que je veux que tu participes à mon blocus contre le Royaume-Uni. Oui, France. En échange, je te laisserai envahir la Finlande et on s'occupera plus tard du démembrement de l'Empire ottoman. La Prusse, elle, s'en sort moins bien, une partie de son territoire devient indépendant pour créer le duché de Varsovie, d'autres territoires sont intégrés dans la Confédération du Rhin. Oh, je suis la Pologne, je suis devenue indépendante, c'est trop chouette, merci France! La Russie annexe donc la Finlande comme prévu qui appartenait à la Suède. La Suède, elle, était alliée du Royaume-Uni et contre le blocus continental. Elle désirait même annexer la Norvège qui appartenait au Danemark. Oh non, j'ai tout perdu, on me pique la Finlande et j'ai même pas récupéré la Norvège. Le Portugal, quant à lui, refuse de pratiquer le blocus proposé par la France. Non, moi je reste allié du Royaume-Uni. La France décide donc d'intervenir avec l'autorisation de l'Espagne. Mais en réalité, la France en profite aussi pour changer le gouvernement espagnol. Elle place un frère de Napoléon au trône d'Espagne. Oui, bah j'en ai profité pour m'occuper de ce qui me regardait pas en Espagne. Ça va, je suis chez moi en Europe. Le problème, c'est que les rebelles espagnols étaient tenaces. Ils inventèrent ce qu'on appelle guérilla, ce qui signifie petite guerre en espagnol. La guerre d'indépendance espagnole commence en 1808. Bon, la Prusse s'est rendue. Moi je suis seul depuis un bon bout de temps, je pense qu'il est temps de m'y mettre. Dès 1808, le Royaume-Uni intervient en Espagne pour aider à l'indépendance de ce pays des Français. Mais en 1809, durant la bataille de la Couronne, ils sont définitivement chassés par les Français. Ces derniers continueront à avoir des difficultés face aux guérillas. Cette guerre en Espagne va donner des idées à l'Autriche. La France est en difficulté en Espagne. C'est l'occasion pour moi de lancer une nouvelle coalition. Mais l'Autriche n'arrive pas à obtenir ni le soutien de la Russie, ni celui de la Prusse. Elle fait donc une alliance avec le Royaume-Uni. C'est la 5e coalition. La France sera tout de même en difficulté et subira des défaites pendant la campagne allemande. La France perd à Essling le 22 mai 1809, mais gagne ensuite à Wagram le 6 juillet de la même année. Le 14 octobre est signé le traité de Schönbrunn à l'avantage de la France. La France a un territoire qui n'a jamais été aussi grand en Europe. Elle récupère notamment les provinces illyriennes et l'Autriche devient son allié. Du coup, on en revient au même. Seul le Royaume-Uni est réellement ennemi de la France. Dès 1810, la Suède signe un traité de paix avec la France.
Au même moment, le Royaume-Uni et la France se sont battus dans les Mascareignes. En 11, les îles sont annexées par le Royaume-Uni. En Europe, jusqu'en 12, la France connaît une certaine stabilité. Elle n'entre pas en conflit, la plupart des pays étant devenus des alliés. Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche pour confirmer l'alliance entre les deux pays. La seule véritable guerre est celle entre la Russie et l'Empire ottoman, les Russes venant en aide aux rebelles serbes qui luttent contre le pouvoir turc. Le 28 mai 12, les deux empires signent le traité de Bucarest qui permet de retenir la frontière. Les Roumains sont donc partagés entre la Russie et la Turquie. Eh bien, tout va bien, tous les pays sont mes alliés désormais. À part le Royaume-Uni, bien sûr, mais c'est pas grave. Avec le blocus continental que j'ai mis en place depuis quelques années, ils vont pas tenir longtemps. Ah bah tiens, en parlant de blocus continental, moi ça m'arrange pas trop, avant quand on achetait aux Anglais, ça nous coûtait moins cher. En fait, le blocus continental empêche les pays d'importer depuis le Royaume-Uni qui était justement un grand pays exportateur. C'est la France qui bénéficie de l'exportation grâce au blocus, mais les prix sont plus élevés. Le Royaume-Uni était juste plus incité à importer et exporter depuis et vers l'Amérique du Nord au lieu des pays d'Europe. Au final, les victimes du blocus continental sont les pays d'Europe. La Russie décide donc de sortir de cette politique de blocus en 1812. Dès le 24 juin, la France intervient et crée la Grande Armée composée de soldats venant des pays allemands et italiens alliés de la France. L'armée se place facilement à la frontière russe. La campagne de Russie est une succession de batailles dans laquelle la Grande Armée française va chercher à détruire l'armée russe. L'armée russe va réussir à tirer la Grande Armée vers Moscou où la ville sera détruite, ce qui empêchera l'armée française de se loger et l'obligera à se retirer. Sauf que l'armée russe va commencer à suivre l'armée française. Puis c'est les petits États allemands sous domination française qui vont commencer à se rebeller petit à petit, notamment la Prusse. Moi je suis allié de la France car j'ai pas vraiment le choix, mais si la France est en difficulté, je veux bien suivre les Russes. Début 1813, commence la campagne d'Allemagne où la France devra faire face à la 6e coalition. La Suède viendra en aide aux Russes, puis ensuite même l'Autriche, la Bavière. En octobre a lieu la bataille de Leipzig, qu'on surnomme la bataille des nations. La 6e coalition gagne. Cela a pour conséquence la fuite française et le déplacement du conflit en France. C'est la campagne de France qui débute. Même le Royaume-Uni et l'Espagne entrent en guerre contre la France, les guérillas espagnols ayant réussi à faire fuir le gouvernement français en 13. En mars 14, la bataille de Paris, gagnée par la coalition, marque l'abdication de Napoléon. Ce dernier est envoyé à Elbe. Cette île toscane devient une principauté indépendante pour Napoléon avec l'accord de la Russie. La France redevient un royaume. La Russie, la Prusse et l'Autriche décident à partir du 18 septembre 1814 de commencer le congrès de Vienne. Le Royaume-Uni et d'autres pays intégreront le congrès, le but étant de retracer les frontières de l'Europe. La France n'est pas invitée, mais incitera des anciens pays alliés à y aller pour se défendre et défendre indirectement les intérêts de la France. Allez Suède, vas-y, cherche à gagner du terrain. Mais le 1er mars 1815, Napoléon débarque en France. 20 jours plus tard, il arrive à Paris où il reprend assez facilement le pouvoir. Du coup, ça oblige les pays alliés à refaire une coalition. Encore ? Eh bien, il faut s'y mettre. La France recrée son armée très rapidement et part de suite attaquer ses armées ennemies. Le 16 juin 1815 ont lieu les deux premières batailles contre les Prussiens et leurs alliés. Puis le 18 juin 1815 débute la célèbre bataille de Waterloo où les armées anglaises et prussiennes, avec l'aide d'autres petits pays allemands, se battent contre la France napoléonienne. Le 22 juin, la France perd définitivement, Napoléon tentera de fuir, mais très recherché, il se livrera aux Anglais qui l'exileront sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique, pour qu'il ne puisse nuire à plus personne. Le congrès de Vienne, lui, était terminé quelques jours avant la deuxième défaite de Napoléon. La France doit subir un second traité de défaite et sera occupée pendant quelques années pour prévenir tout risque de reprise de guerre. En ce qui concerne les changements de frontières, la Russie conserve la Finlande et ses annexions turques, la Suède qui a perdu la Finlande reçoit la Norvège à la place, la Norvège appartenait au Danemark, dans le monde allemand il y a différents petits changements territoriaux. Mais on peut dire au final que le grand gagnant du congrès est l'Autriche, qui désormais est la principale puissance au centre de l'Europe. La Pologne, quant à elle, disparaît à nouveau, partagée entre les vainqueurs. Le Royaume-Uni se contente d'obtenir des pays alliés en Europe. Cette nouvelle vision de l'Europe n'est pas sans défaut. Napoléon a utilisé la stratégie des nationalismes pour inciter les peuples à se rebeller contre les États ennemis de la France. Ces nationalismes sont encore intacts et les nouvelles frontières ne les prennent pas du tout en compte. C'est ainsi que s'annonce un 19e siècle très fort en protestation nationaliste. Mais ça, c'est une autre histoire.